Le 21 janvier 1793, le roi de France Louis XVI est guillotiné. Dès lors, la plupart des monarchies européennes s'unissent contre la France. La Convention subit ses premiers échecs contre l'Europe coalisée, si bien qu'elle décide, le 24 février 1793, pour faire face à la baisse importante d'effectifs dans l'armée révolutionnaire française, la levée de 300 000 hommes en âge de se battre parmi la population. Cette levée d'hommes tirés au sort va être l'étincelle à un soulèvement populaire qui gagne de très nombreuses régions françaises. Déjà en 1790, la population rurale, très pieuse, avait très mal accueilli l'instauration de la constitution civile du clergé adoptée par l'Assemblée nationale constituante. Désormais, c'en est trop. En Vendée, une révolte populaire couve. De simples paysans déterminés demandent à des nobles vendéens de se mettre à la tête de leur insurrection. Hésitant au début, le sens du devoir de ces nobles sera finalement plus fort que tout. Une guerre s'engage entre d'un côté l'armée catholique et royale et de l'autre les républicains. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Armand Bérard qui va vous faire revivre la vie héroïque des plus grands généraux vendéens. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Alors, Maurice Gigot d'Elbée, c'est un militaire issu d'une famille de militaires. Il est né en Allemagne, en Saxe, à Dresde, et il a servi dans l'armée saxonne. Et ensuite, il servira dans l'armée du roi de France à partir de 1777. Il est né en 1752, donc il avait alors 25 ans. Et au début de la Révolution, il est plutôt favorable, en fait, comme beaucoup de nobles. Il est plutôt favorable aux idées nouvelles. Il se montre même acquéreur de biens nationaux. Mais très vite, il va se détacher de la Révolution quand il va voir tous les excès que ça entraîne. Et donc ensuite, il vit en retrait sur ses propriétés au manoir de la Loge, à Beaupréau, dans les Mauges. Quelques années auparavant, il avait épousé à la Gaubretière, au château de Landebaudière, Charlotte du Haut d'Hauterive. Donc c'était en 1788, à la veille de la Révolution. Et donc il vit retiré sur cette terre comme la plupart des chefs vendéens quand l'histoire est au rendez-vous. Donc puisque comme tous les chefs vendéens, les paysans viennent le chercher, lui aussi, pour qu'il se mette à la tête des Vendéens. Lui aussi est sceptique et a dit que c'est le pot de terre contre le pot de fer et qu'il n'y a aucune chance de l'emporter. Mais malgré tout, il est obligé de se plier donc à la volonté des paysans. Et donc il laisse son épouse et leur jeune enfant, leur nouveau-né. Et donc il part au combat, il a donc rejoint Cholet où l'armée insurgée s'est regroupée. Et lui aussi, il va avoir une aura considérable sur ses hommes, qu'il le surnommait le général de la Providence. Donc il avait une grande foi et il s'est fait notamment connaître le 11 avril 1793. Ce jour-là, il y a eu une terrible bataille à Chemillé, on appelle le Grand Choc de Chemillé. Les Vendéens appelaient la bataille un choc. C'est le Grand Choc de Chemillé, qui était une bataille indécise, en fait, où les Vendéens ont battu les Républicains, mais ont été obligés d'évacuer Chemillé pour se replier vers la Sèvre. Et donc, au moment de cette bataille, il y a plus de 400 prisonniers républicains. Donc, les Vendéens, là aussi, sont fous de rage et veulent massacrer les Républicains. Et le général d'Elbée s'y oppose. C'est sur les marches de l'église Saint-Pierre de Chemillé que ça se passe. Et c'est le fameux épisode du pater de d'Elbée. Pourquoi? Parce que les Vendéens qui veulent rendre justice pour tous les massacres commis, d'Elbée leur rétorque très bien, vous voulez les massacrer, on va réciter avant le Pater Noster. Il récite Notre Père, donc intervient le moment dans la prière, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et là, d'Elbée arrête la prière et s'adresse à ces hommes qui sont tous à genoux pour prier. Il leur dit « Malheureux, vous demandez à Dieu de pardonner comme vous pardonnez ». Et donc les Vendéens ne trouvent rien à répliquer. Et donc les prisonniers républicains sont libérés,
contre-promesse de ne plus servir contre l'armée catholique et royale, mais on leur tond les cheveux. Comme à chaque fois que les prisonniers étaient libérés, on leur tondait toujours au préalable les cheveux, puisqu'à l'époque, il était très rare d'avoir les cheveux courts, tout le monde avait les cheveux longs. Et donc, comme ça, si les Vendéens tombaient de nouveau sur des bleus qui les refaisaient prisonniers et qui étaient déjà avec des cheveux courts, ben on savait que c'était des parjures. Donc, dans ce cas-là, on aurait été beaucoup moins clément. C'était une manière de les reconnaître plus facilement. Et Delbé en fait, va occuper le premier rôle. Après le 14 juillet 1793, ce jour-là, Cathelineau meurt. Donc, il était le généralissime de l'armée catholique et royale. Il meurt à Saint-Florent-le-Vieil suite à l'échec devant Nantes où il était grièvement blessé. Et c'est Delbé qui est nommé le nouveau généralissime le 19 juillet à Châtillon-sur-Sèvre, actuellement Lyon. Et donc il commande l'armée vendéenne, mais il va être blessé au cours de différents engagements, notamment à Luçon. À 3 reprises, en fait, l'armée vendéenne a essayé de prendre cette ville dans la plaine. La plaine, c'est complètement défavorable aux Vendéens puisqu'il n'y a rien pour se protéger. Et donc à 3 reprises, les Vendéens ont été battus. Les 28 juin 1993, 30 juillet et 14 août, à chaque fois, ça a été des défaites. Et Delbé a été blessé lors du combat du 30 juillet. Et en fait, quasiment à toutes les batailles, il va avoir des blessures. Et notamment à la bataille de Cholet, à la grande bataille décisive du 17 octobre 1793, où il va avoir une blessure mortelle. Et donc à partir de là, il ne peut plus commander l'armée vendéenne. Et donc c'est pour ça que c'est à la suite de cette bataille que c'est M. Henri de la Roche-Jacquelin qui deviendra nouveau généralissime. Delbé va être évacué, il va être conduit vers l'île de Noirmoutier, donc c'est beaucoup plus loin vers l'ouest. C'est un détachement de Vendéens qui est commandé par Pierre Cathelineau, qui est un frère de Jacques Cathelineau, qui commande ce détachement et qui va emmener Delbé en convalescence sur l'île de Noirmoutier, dont Charette s'est emparé quelques jours auparavant. Donc Delbé ne va pas participer à la virée de Galerne. Sauf que les républicains, à la suite de la virée de Galerne, récupèrent les territoires perdus. Il débarque sur l'île de Noirmoutier le 3 janvier 1794, donc il s'empare de l'île. Et celui qui commandait les troupes républicaines s'appelait le général Haxo. Et en fait, il promet aux royalistes de leur laisser la vie sauve s'il se rend. Sauf que la promesse ne va pas être respectée. Les représentants en mission qui accompagnaient Haxo, les représentants en mission, c'est comme dans l'URSS, ce sont des commissaires politiques, ce sont des députés de la Convention qui sont envoyés par Paris pour surveiller les généraux, puisque la Convention suspecte tous les généraux d'être des traîtres. En fait, si on perdait un combat, on était vu comme un traître. Si on gagnait trop de combats, on devenait trop populaire et donc on devenait aussi une menace pour la République. Dans les deux cas, on pouvait être guillotiné. Donc il ne faisait pas bon être général pendant la Révolution française. Et donc ce sont les représentants en mission qui étaient présents, Bourbotte et et puis Turreau, qui était le représentant Turreau, qui était le frère du fameux général Turreau qui va commander les colonnes infernales, décide de ne pas respecter l'engagement du général Haxo. Et les 1800 Vendéens qui défendaient l'île vont être tous fusillés, passés par les armes. Et Delbé sera également passé par les armes, sauf qu'il était tellement blessé, il a eu 14 blessures au cours des derniers mois, donc il était incapable de se tenir debout. Donc qu'à cela ne tienne, les républicains vont le fusiller dans son fauteuil sur la place d'armes du château de Noirmoutier. Il va être fusillé. À ses côtés, il va y avoir Pierre-Prosper de Boisy, qui était un de ses amis, qui possédait le château de Landebaudière, là où s'était marié Delbé. Il va y avoir son beau-frère également du Haut-d'Autrive, et le général républicain Villande aussi, qui va être fusillé. C'était le général républicain qui commandait Noirmoutier, qui avait été battu par Charette au mois d'octobre. Là aussi, quand on est battu par des Vendéens, on est vu comme un traître aux yeux de la République. Donc le général Villande a été passé par les armes aux côtés de Delbé et de ses amis. Donc ils ont été fusillés tous les 4 le 6 janvier 1794 sur la place d'armes de Noirmoutier. La femme de Delbé, Charlotte du Haut-d'Autrive, qui avait assisté à l'exécution de son mari, va être également exécutée par les Républicains quelques jours plus tard à Noirmoutier. Et les massacres à Noirmoutier vont continuer dans les semaines qui vont suivre. Et même jusqu'en août 1794, même après la chute de Robespierre, il va encore y avoir des exécutions à Noirmoutier. Alors il est bien sûr connu, même si ce n'est pas le plus connu, mais il est connu parmi les principaux chefs vendéens. Si on visite l'île de Noirmoutier, il y a le château de Noirmoutier à visiter, et notamment le fauteuil où Delbé a été fusillé, qui a été conservé. On voit les impacts de balles, donc c'est très impressionnant.
Et donc Delbé a eu un fils qui a servi dans la grande armée impériale de Napoléon. Et ce fils sera tué au cours de la campagne d'Allemagne en 1813, peu de temps avant la bataille de Leipzig. Donc pour conclure sur Delbé, on peut citer cette devise qui était la sienne. C'était « Mes enfants, la Providence nous donnera la victoire ». C'est pour ça qu'on le surnommait le général de la Providence. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite, vive la France!